génie, c'est de se dire qu'est-ce que cette personne fout avec moi. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui compte, c'est ce que tu peux apporter aux autres, c'est ce que les autres peuvent t'apporter. Et la différence entre, par exemple, Wolfgang Amadeus Mozart et Beethoven, c'est que Mozart, il a passé son enfance et sa jeunesse à jouer les autres. Et il s'est dit tout d'un coup, sinon il serait resté interprète toute sa vie, il s'est dit tout d'un coup, et si j'apportais autre chose? Et la musique de Mozart, c'est pas de la musique, c'est du Mozart. Les tableaux de Picasso, c'est pas des tableaux, c'est du Picasso. Picasso, il aurait pu, comme Mozart, rester l'interprète de la peinture, peindre comme les autres, comme Véronèse, comme peu importe. Non. Tout d'un coup, il s'est dit, je vais apporter autre chose. Un comédien, sur scène, c'est un acteur qui joue pour la 138e fois, 600e fois, 3000e fois, Hamlet, Richard III, qu'est-ce que tu vas faire, espèce de nouille, alors que des acteurs sublimes l'ont interprété, ont été magnifiques, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les imiter, tu vas être en référence, tu vas faire quoi là? Parce que si tu interprètes le texte, c'est un tel Himalaya, un texte comme un concerto qu'il faut que tu le joues 200 fois, 300 fois, 500 fois pour commencer à être bien et à oublier que tu es en train de le jouer. Alors, un acteur, un interprète, on se demande la question, on se pose la question, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Eh bien, un vrai grand interprète, c'est celui qui arrive à apporter, non pas en mieux ce que les autres ont fait, mais qui apporte quelque chose que personne n'a pensé faire avec ce texte. Et pour apporter quelque chose que personne n'a pensé faire avec ce texte, ça n'est pas le metteur en scène qui peut t'aider à le faire, c'est pas le chef d'orchestre, c'est pas l'éditeur, c'est pas quelqu'un au-dessus de ton épaule. Et c'est là le drame de la vie entre les êtres humains. C'est que tu apportes quelque chose que personne n'a apporté parce que tu le fais, et c'est ce qu'on devrait tatouer sur le front de tous ceux qui font, qui apportent, c'est malgré toi. C'est-à-dire que le problème, c'est de faire quelque chose malgré toi. Mozart, il a tout d'un coup composé malgré lui. Il avait tout pour imiter les autres, les anciens. Picasso, il avait tout pour imiter les anciens. Chaplin, il avait tout pour imiter les anciens. Et il se trouve que Peter O'Toole avait tout pour imiter les anciens acteurs quand il joue Laurence d'Arabie, un des 10 plus grands rôles de l'histoire du cinéma, comme Vivian Leigh dans Autant n'emporte le vent. Mais ils ont apporté quelque chose malgré eux. O'Toole, parce que cet acteur est fou et que tout d'un coup, en faisant son métier d'acteur normal, il devient un autre que lui-même. Il devient fou. Tu vois les autres acteurs comme Omar Sharif, les autres qui sont là, Anthony Quinn, qui sont normaux, et lui, il est fou, il est ailleurs. Donc il a apporté dans ce rôle de Laurence d'Arabie exactement ce qu'avait Laurence d'Arabie, un ailleurs. Malgré lui. Vivian Leigh, dans Autant n'emporte le vent, on dit que c'est la plus grande interprétation de tous les temps. Pourquoi? Parce que cette fille, elle a eu énormément d'histoires de sexe dans sa vie, énormément d'aventures. Et que Scarlett O'Hara, c'est pas une fille qui pousse son truc, c'est une fille qui se marie un bon nombre de fois, hein, et qui a toutes ces histoires, qui est obsédée, qui est tout. Elle a apporté malgré elle, Vivian Leigh, alors qu'elle avait un des 3 plus grands héros de l'histoire du cinéma. Héros pas seulement dans le film, mais dans la vie. Clark Gable, il est monté dans ses avions pour faire la guerre. Clark Gable, lui, vraiment. Eh bien, elle a investi... Roger Gabal, d'ailleurs. Il est apporté l'état des chaînes. Elle
elle avait en face de lui ce type-là, et dans tout n'importe le vent, tu ne te poses aucune question qu'elle le laisse tomber, qu'elle s'en va, qu'elle s'en fout, qu'elle le jette, qu'elle est avec son laisse-le voir, son Ashley qui est pasteurisé, complètement transparent. Tu ne poses pas de question, parce qu'elle est là. Et donc, le vrai problème d'un acteur, c'est de se dire, qu'est-ce que dans ce rôle, je vais faire malgré moi? Parce que, je vais juste vous dire une chose pour répondre en finalité à cette question, c'est que dans la vie, ce que tu apportes aux gens, c'est ce que tu apportes malgré toi. Si tu le fais exprès, les gens ne supportent pas, ils en ont marre au bout d'un moment, que tu t'occupes d'eux, ou que tu sois agressif malgré toi, ou que... Oui, ça, ils le supportent. Ils savent que c'est malgré toi que tu leur gueules dessus trop fort, ou malgré toi que tu es toujours là à leur lécher les bottes, etc. Mais quand ils sentent que tu le fais exprès, c'est pas supportable. Et c'est pour ça qu'on pardonne tout à un animal, parce que tout ce que fait un animal, c'est malgré lui. Son instinct est plus fort. Et nous, notre instinct, même quand tu écris devant la page blanche, il est foutu. On est discipliné, on est éduqué, on n'ose pas que. Or, la plus belle chose de la vie, c'est de faire des choses malgré toi. Oui, en même temps, la plus belle chose de la vie, j'ai le sentiment pour vous aussi, c'est vos rencontres aussi. Et c'est l'amour que vous portez aux femmes. Parfois, on peut rire, mais il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous écrivez sur les femmes dans ce livre. Moi, je vais te dire, je pense que c'est difficile pour moi de parler dans le sens où je vois aujourd'hui, il y a un article dans Paris Match, mais j'ai jamais eu d'histoire d'amour avec Gaïa-Vès, c'est n'importe quoi. La semaine dernière, c'était Nolwenn Leroy, une belle histoire d'amour, je ne sais pas où on est. C'est des actrices sublimes, elles sont magnifiques. J'ai 67 ans, elles en ont 23, 25. Bon, Gaïa n'a un peu plus d'une quarantaine. Bon, oui, mais je veux dire que non, ma vie à moi, c'est justement, mais j'aime les gens, parce que sinon, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas travailler avec eux. Tu ne vas pas travailler 600 fois une représentation avec quelqu'un que tu ne peux pas piffrer en face. Donc, si tu veux, je crois que les journalistes, ils pensent quand je parle d'amour, que c'est de l'amour, rien à voir, c'est de l'amour dans la vie. C'est vraiment... C'est très quotidien, je dis. Oui, c'est-à-dire que pour moi, si tu veux, si je meurs et que tu te dis quel est le rôle, quand les gens meurent, il y a toujours un rôle qui est vraiment ce qu'ils étaient vraiment dans la vie. Pour moi, il ne va pas chercher plus loin, c'est Pygmalion, le professeur Higgins dans Pygmalion. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai toujours été intéressé dans ma vie par essayer de faire que des gens qui pensent que dans leur tête qu'ils ne vont pas s'en sortir, de les aider à s'en sortir. Donc il faut à la fois être de mon côté pour qui tu te prends, parce que si tu ne te prends pas pour quelqu'un qui peut apporter quelque chose aux autres, ferme ta gueule, fous le camp et ne s'emmerde pas. Pour oser dire à quelqu'un, je pense qu'il faut que tu fasses ça, je pense qu'il faut déjà que tu ne te prennes pas pour de la merde. Donc déjà, il faut avoir cette assurance-là, et pour que tu aies cette assurance-là, il faut travailler entre 10 ans et 15 ans pour avoir une accumulation de références, de travail, de milliers d'heures que tu as passées qui te permettent de croire que tu ne racontes pas des conneries. Et ça, je trouve que c'est passionnant dans la vie, parce que tout le monde sait qu'on va mourir, et que la seule chose qui compte, c'est de laisser une empreinte, quoi. De te dire qu'il y a des gens derrière toi qui continueront dans la même voie, pas forcément dans le même métier. Je veux dire, j'espère que des élèves de théâtre que j'ai eus sont devenus des garagistes et qu'ils ont fait la même chose de pédagogie avec des jeunes qui voulaient être dans un garage, qui voulaient être machin, voilà. Je veux dire, pareil pour des policiers, pareil pour des restaurateurs et tout. Donc un acteur, c'est aussi un artisan. Je pense que si un acteur n'est pas un artisan, c'est qu'il n'a rien compris à son métier, parce que le pire dans notre job à nous, c'est les acteurs qui croient que c'est fait. C'est-à-dire que tu joues le rôle, et c'est fait. Et tu rentres chez toi. Non. Ce qui est fait, c'est ce que le spectateur emporte.
Et tu vois, par exemple, j'ai écrit ce bouquin sur le foot. J'ai mis dans le bouquin, c'est écrit noir sur blanc, hein, et il y avait tout un article dans l'équipe que Paul Pogba, c'est un joueur de génie, que c'est lui qui doit être le capitaine de l'équipe de France. Personne, entre guillemets, ne le connaissait. C'était juste avant la Coupe du Monde. Tu parlais de Pogba, à part ceux qui connaissaient vraiment le foot, les autres ne le connaissaient pas. Pourquoi j'ai dit ça? Ben, la preuve, c'est que Pogba, d'ici 1 an ou 2 ans, il sera souillé dehors. C'est que Pogba, il n'est pas seulement un joueur comme Djokovic, comme Federer, comme tout ça. Attends, c'est un géant. Comme Karabatic pour l'handball. Mais c'est surtout qu'il rayonne. Donc ça veut dire que quand ce type-là joue dans une équipe, comme la Juventus en ce moment, tous les joueurs de l'équipe se tiennent à carreau et essayent de faire le maximum pour être aussi forts que lui. C'est ce qui se passait avec Raymond Kopa, c'est ce qui se passait avec Platini, c'est ce qui se passait avec Zidane, et c'est ce qui se passait avec Gérard-Philippe au TNP, c'est ce qui se passait avec Louis Jouvet à l'Athénée, c'est ce qui se passait avec Laurence Olivier à l'Oldvik. C'est pas qu'il est meilleur que les autres, c'est que c'est celui qui rayonne. Et comment est-ce qu'on attire la lumière, justement? Je crois que c'est affreux à dire, mais tu attires la lumière quand tu es comme un noyau. C'est-à-dire que dans la tête des gens normaux, tout est éparpillé. Et ceux qui attirent la lumière, ce sont des égoïstes qui ont décidé que ça n'avait pas d'importance, ça non plus, et qui ont tout mis dans un noyau et complètement obsédés par ça, ils ne pensent qu'à ça. Et ce noyau rayonne. Et donc, quand ils sont dans le ça auquel ils pensent, il n'y a que. Quand tu vois Ronaldo sur un terrain, tu te dis, il n'y a que lui. Alors qu'il y a des joueurs sublissimes à côté, il arrête. Il n'y a que lui. Et voilà. Et si tu veux, le problème justement de ce rayonnement qui vient du fait de tout concentrer dans un noyau comme une centrale nucléaire, c'est que quand il s'agit d'un noyau de haine comme Adolf Hitler, tu t'aperçois que le rayonnement de ce noyau de haine, il a atteint des millions d'Allemands, pas 15 mecs dans une brasserie, des millions d'Allemands. Donc ça veut dire que tu peux aussi bien être en rayonnement dans un noyau de haine que dans un noyau de bonté. Probablement que le Christ, tout d'un coup, à Nazareth, ce gars-là, il n'a plus pensé, et tout s'est mis dans un noyau de bonté, de charité, de tout ce que tu veux, et il rayonnait tellement que des milliers, puis des millions, puis des milliards de gens l'ont suivi. Et justement, le drame de la vie, c'est de se dire, c'est là où la littérature, c'est formidable. Mais pas suffisant. Parce que vous parlez d'Hitler, tout à l'heure vous parliez de l'Allemagne, des Freud, vous parliez de Stefan Zweig. Ça n'a pas empêché cette horreur des pays peut-être les plus cultivés du monde, des gens qui laissaient peut-être les plus grands écrivains écouter la meilleure musique, ça n'a pas empêché cette horreur. Oui, parce que je pense que comme une centrale nucléaire qui, si elle saute, va liquider des millions de gens, plus tous ceux qui seront atteints en plus et qui mourront au fur et à mesure des années, je pense que on n'est qu'au début de notre civilisation moderne depuis 20 siècles, puis on remonte aux Chinois, allez, disons 60 siècles. C'est rien du tout. Vous imaginez où on sera dans 600, je ne parle même pas de 600 siècles, dans 3 siècles, où est-ce qu'on sera? Donc si tu veux, je pense que le portable, ça c'est un gros portable. De savoir que j'appuie sur un bouton et vous avez ici la tête de quelqu'un qui se trouve en Afrique du Sud et qui est en train de me parler, mais c'est complètement dingue. Mais c'est complètement dingue.
Comment tu peux croire que quelqu'un qui est à milliers de kilomètres, il est à sa tête et qui te parle en direct et qui t'entend? C'est complètement dingue. Donc tu peux te dire que ce qui a progressé dans le portable, ça progressera dans l'être humain. Ça veut dire que dans 3 siècles, il n'y aura plus de portable. Ça sera là. Il y aura des puces, il y aura des trucs que tu te mettras là. Et c'est de toi-même qu'en parlant, tu verras sur ta rétine se projeter le visage et tu entendras quelqu'un qui est à des milliards d'endroits. Oui, c'est ce qui se passera. Donc si tu veux, on imagine bien qu'au fur et à mesure de ces progrès insensés, le parallèle de ces progrès, c'est là où la littérature est très importante, parce qu'elle oblige la personne qui lit à avoir son propre avis. Ça, tu n'en as pas. Ça va trop vite. On te donne l'information, puis une autre, tu n'as pas le temps. Eh bien, ça veut dire que le talon d'Achille de ça, c'est que effectivement, dans 3 ou 4 siècles, 99% des gens n'auront plus la capacité de réagir. Ils suivront le mouvement. La preuve, arrête, tu vois bien la télévision. Combien il y en a qui réagissent et qui choisissent d'autres chaînes? Même pas 10%. La plupart des gens suivent dans l'abrutissement, voilà. Change les numéros des chaînes, tu m'entends bien? Et mets à la place de la chaîne 1, la chaîne 6, et mets la chaîne 1 à la chaîne 6. C'est la chaîne 6 devenue la chaîne 1 qui sera le plus regardée. C'est la plus regardée parce que c'est la une. Et je te le dis, c'est un automatisme. Tu as l'impression que si tu ne commences pas par la une, tu as loupé quelque chose qui se passe avant toi, derrière ton dos. Mais je ne plaisante pas, hein. J'en suis certain. Certain. Mais vous savez, ici, on invite que les numéros 1 aussi. Donc, pardonnez, vous savez, on est très sérieux, on est très sérieux, mais votre livre n'est pas toujours sérieux, il y a beaucoup d'humour. Je donne un exemple, par exemple. Et quand une femme devient l'objet des préoccupations d'un homme, c'est qu'elle est devenue les sujets sur lesquels il aimerait s'étendre. Mais non, mais comme ça, il y en a plein. Non, mais il y en a plein. Sur les 800, il y en a 200 qui sont drôles, il y en a... Mais vous passez d'un registre à l'autre, c'est ça qui est intéressant. Ouais, d'un registre à l'autre. Oui, c'est pour faire rire, quoi, par moment. Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, dans ce bouquin, c'est que il y a des gens comme Bouvard qui ont très bien compris le bouquin, et puis lui, il adore ça, ce genre de truc. Et puis, il y en a d'autres qui ont... J'ai reçu des lettres et des trucs de femmes qui disaient « Vous êtes un sale macho », etc. Mais, je veux dire, je comprends pas. Moi, je pense pas les 800 trucs que j'ai mis là-dedans. Il y a des trucs où tout d'un coup, je me dis « Tiens, c'est rigolo, mais ça veut pas dire que je le pense, quoi. » Par exemple, je ne l'ai pas mis dedans, mais imaginons la blague belge. Je vais vous raconter une blague belge. C'est pas parce que je vous raconte une blague belge que j'aime pas les Belges. Et Van Straten, alors qu'est-ce que tu fais, Van Straten? T'es à Paris? Oui, je suis à Paris, oui, une fois. Oui, et qu'est-ce que tu fais à Paris? Rien, je suis venu à Paris. Pourquoi tu me demandes ça une fois? Bah rien, comme ça, hein, on est gare du Nord, je te vois arriver, je te demande, Van Straten, qu'est-ce que tu fous à Paris? Tu fais une telle gueule, là, comme ça. Je fais une gueule parce que j'ai eu envie de vomir pendant tout le trajet. Comment t'as eu envie de vomir dans le Thalys, Van Straten? Oui, une fois, j'ai eu envie de vomir, oui, tout le trajet. Mais pourquoi t'as eu envie de vomir, Van Straten? J'ai eu envie de vomir parce que quand je suis pas dans le sens de la marche, j'ai envie de vomir. Ah bon, mais Van Straten, pourquoi tu n'as pas demandé au gars en face de toi de changer de place? Bah, j'ai bien pensé le demander, mais il n'y avait personne. C'est pas pour ça que je déteste les Belges, franchement. Les Belges ont de l'humour. Bah oui, ils ont de l'humour, ils sont vachement forts. Attends, les comédiens belges. Ah oui, il y en a un certain nombre. Bah oui. Mais je sais pas. Et vous jouez, et au fait, on n'a pas parlé, mais ce soir vous jouez aussi. Ah oui, ce soir on joue une pièce
Attends, c'est un Mérignac? Ben, Au pain galant. C'est bourré, je ne sais pas combien il y a de plats.